Tak já bych teď ráda uvedla slovenského filozofa Radoříhu, který přednese přednášku Badiou, Kant a materialismus ideje. Radoříha se rovněž zabývá Badiovým myšlením, je představitelem Lublaňské školy psychoanalýzy a členem Slovenské akademie věd. Bonjour. Je voudrais d'abord, bien sûr, remercier aux organisateurs de ces colloques. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir participer à notre colloque. Et je remercie surtout Ayana Berankova pour m'avoir invité. Il faut le dire aussi tout au début que j'ai un peu changé le titre de ma conférence. Alors le titre est maintenant la seconde révolution copernicienne de la philosophie kantienne. Pourquoi ces changements? Je crois que lié Kant et Badiou et parler sur le matérialisme possible de l'idée kantienne veut dire qu'il faut trouver les traces d'une seconde révolution copernicienne chez Kant même. Et ces traces, on peut les dessiner à partir de la philosophie de Badiou. Okay. Cette conférence dans laquelle je me pencherai sur les problèmes de la philosophie kantienne tire son origine de la belle formule par laquelle Alain Badiou commence son exposé du livre de Quentin Meillassoux après la finitude. Badiou présente le livre comme une œuvre où se lit l'essence d'un commencement et la place au rang des textes qui répondent à la question « Pour guérir quelle blessure ? Pour ôter quelle écharpe dans la chair de l'existence suis-je devenu ce qu'on appelle un philosophe ?» Dans le même temps, Badiou distingue ses œuvres de Meillassoux des œuvres mûries et achevées, où ce qui est mis en valeur n'est rien d'autre que la consistance et la cohérence de la pensée rationnelle. Cette déclaration de Badiou sera pour moi l'occasion d'une reformulation en hypothèse de travail de ma conférence. Je m'y prendrai de la façon suivante. Les œuvres philosophiques de jeunesse peuvent être considérées, entre autres, comme l'expression d'une sorte de caractérisation existentielle du penseur. Quant aux œuvres achevées, où la pensée est dédiée exclusivement à la résolution des problèmes de pensée, il faut plutôt considérer
que la pensée en elle-même y est marquée, qu'elle y est affectée par les chartes d'une chose qui lui est hétérogène. Il s'agit toutefois d'une chose hétérogène sans laquelle il n'y a pas de pensée philosophique véridique. Mon hypothèse est donc la suivante. La pensée philosophique en tant que telle, comme pensée pour parler avec Kant, est affectée de façon originaire par une chose que la pensée ne peut assimiler, quoique elle s'y rattache. L'hypothèse d'une pensée philosophique affectée par la chose de la pensée sera donc le fil rouge de mon analyse de la révolution dans la manière de penser qui fut l'apport de Kant à la philosophie. Or, c'est bien la philosophie de Kant elle-même, modèle d'hégémonie de la raison pure, purifiée de tout élément irrationnel, qui permet une telle hypothèse. C'est pourquoi je pourrais la formuler aussi de cette manière. Le problème de la pensée affectée par sa chose est au cœur de la révolution de la manière de penser proposée par Kant. Cette affirmation est autorisée, sinon confirmée, par deux thèmes centraux, à mon avis, de la philosophie kantienne. Le premier est ontologique, l'autre logique. Ces deux thèmes sont liés l'un à l'autre aussi bien au niveau problématique qu'au niveau conceptuel. Mais Kant ne parvient toutefois à les associer véritablement que dans la critique de la faculté de juger, c'est-à-dire dans la deuxième de ses critiques, dans la dernière, de ses critiques. Le résultat de cette association est la deuxième et donc supplémentaire révolution copernicienne de la philosophie kantienne, avec laquelle la révolution kantienne dans la manière de penser est vraiment achevée. Cet achèvement pourrait être décrit brièvement de la façon suivante. Il s'agit du passage d'une sensibilité qui, en collaboration avec la raison, en collaboration avec l'entendement, constitue l'objet, à une sensibilité qui, en collaboration avec la raison, établit quelque chose qui n'est pas l'être en tant qu'être, mais qui n'est pas sans être. Le premier thème central de la philosophie kantienne est celui de la soi-disant différence transcendantale entre l'apparence et la chose en soi, entre le phénomène et le noumen. Pour Kant, la seule réalité objective dont nous disposions est la réalité phénoménale constituée communément par l'activité des deux facultés de la connaissance, l'entendement et la sensibilité. Pourtant, Kant ne cesse d'insister sur ces points. Le monde phénoménal n'est pas un monde tel qu'il est en soi. Le monde phénoménal constitué est certes le seul monde et le seul dont nous disposons, mais il n'est jamais tout. Il est toujours supplémenté par quelque chose qui ne lui appartient pas, la chose en soi. Quelque chose de non constitué, bref, quelque chose du réel. Alors, il est marqué par la différence transcendantale entre le phénomène et le noumen. Et cette différence transcendantale de Kant implique également que le monde phénoménal n'existe et ne fonctionne en tant qu'objectif qu'autant qu'il est présent d'une façon ou d'une autre, la réflexion que ce monde n'est pas encore la chose en soi, le monde en soi, que la chose en soi en est absente. Si l'on dit que notre monde est marqué par l'absence de la chose en soi,
on dit aussi qu'il y est présent d'une façon spécifique quelque chose qui en est absent, que quelque chose y existe qui en réalité n'existe pas. Voire, si le monde phénoménal est fondamentalement caractérisé par l'absence de la chose en soi, si le monde phénoménal n'est objectif qu'à la condition qu'il ne se prenne pas pour le monde en soi, alors l'objectivité de ces mondes dépend fondamentalement du fait qu'elle reflète en soi l'absence du monde en soi, qu'elle la rend en quelque sorte visible. La question qui se pose alors est bien sûr la suivante. Quel est le statut ontologique de cette absence présente, cette exclusion de la chose en soi, du réel, de la réalité? Qu'est cela qui ne fait pas partie de la réalité? Qu'est-ce quelque chose qui n'est pas un objet empirique parmi les objets empiriques, sans être pour autant un objet que la raison pense dans ses idées, tout en cherchant en vain cet objet imaginaire dans la réalité objective. L'autre partie de la question étant, par quel processus logique peut-on concevoir le statut ontologique de cette chose même, qui fonctionne dans la réalité objective comme l'élément qui en est exclu? Par cette question, j'en viens à l'autre thème fondamental de la philosophie kantienne et par ailleurs logique. Et je viens aussi à ce qu'est pour la philosophie kantienne sa chose de la pensée. Au cœur de ce thème se tiennent les opérations logiques de l'autocritique de la raison dans la dialectique transcendantale de la première critique. Comme nous le savons, pour Kant, la raison fonctionne de telle sorte qu'aussi bien en ce qui concerne les différents domaines des pensées que la totalité absolue du tout, elle est à la recherche de la condition ultime, du point de l'inconditionnel. L'inconditionnel à quoi aspire la raison, cet irrépressible désir de trouver, comme le dit Kant, quelque part un point ferme où poser le pied absolument au-delà des limites de l'expérience, c'est ce que la raison affecte de l'intérieur, ce qui, d'une certaine façon, lui donne à penser. Cette chose de la pensée, qui constitue la raison en tant que raison, en est la condition absolue. La raison, pour reprendre la formulation de Kant dans la première critique, je le cite, n'est en fait occupée que d'elle-même. L'effort fondamental de Kant est de prouver que lorsqu'elle est occupée d'elle-même, la raison n'est pas nécessairement prise dans le monde hallucinatoire des pensées vides. Au contraire, si la raison est de manière appropriée occupée d'elle-même, ce qui veut dire pour Kant qu'elle n'est occupée vraiment que d'elle-même, alors elle parviendra à accéder à quelque chose qui lui est irréductiblement extérieur, hétérogène. Le fonctionnement de la raison est approprié une fois qu'il est allé au bout du processus de autocritique. C'est la thèse de Kant. Mais dans le fonctionnement de la raison, il y a deux périodes. La période qui précède la critique, ou plutôt l'autocritique, et la période qui lui succède, ou bien ce qui pour Kant est la même chose, la période qui précède Kant et la période qui lui succède. Dans les deux périodes, si je paraphrase Lacan, la raison ne cède pas sur son irrépressible désir
de trouver ces points d'inconditionnel. Dans la première période, si je simplifie quelque peu, la raison projette de soi dans le monde sa chose de la pensée incarnée par ses idées. La raison traite ces idées qui ne sont rien d'autre que l'être de la raison, comme le dit Kant, à savoir les produits de ses propres opérations de totalisation. Alors, la raison projette ces idées comme des objets du monde dans le monde et cherche ces idées comme des objets du monde empirique. On pourrait dire aussi que la raison considère la norme d'objectivité qui dirige la constitution de la réalité phénoménale comme le principe directeur sous-jacent de son fonctionnement. Bref, la raison voit quelque chose là où il n'y a rien, rien mis à part la projection de ses opérations de pensée. Et il lui faut toujours finalement convenir que là où elle a vu quelque chose, en réalité, il n'y avait rien. Après l'autocritique de la raison, la possibilité que tout peut radicalement changer est donnée. En effet, l'autocritique de la raison met à jour l'erreur structurelle insurmontable dans le fonctionnement même de la raison, qui consiste en ceci, que ces idées produisent l'apparence transcendantale. C'est l'expression de Kant. Ils produisent l'apparence transcendantale d'une existence objective là où il n'y a rien d'autre que la forme de ces opérations totalisantes. Consécutivement, à la prise de conscience de sa propre erreur structurelle, le fonctionnement de la raison ne change en rien. La raison continue de créer l'apparence de quelque chose là où, objectivement parlant, il n'y a rien. Seul change le statut de cette apparence. L'apparence persiste, mais, reconnue comme telle, elle ne nous abuse plus. Je citais Kant. Alors, l'apparence persiste, mais elle ne nous abuse plus. Il est donc fondamental, à mon avis, de ne pas limiter les accomplissements de l'autocritique de la première critique au fait que la raison sait maintenant reconnaître ces idées comme une simple, quoique nécessaire, apparence transcendantale. Si l'autocritique doit être vraiment quelque chose de plus qu'une censure exercée au nom de l'entendement théorique, pour reprendre la formulation de Gérard Lebrun, alors nous devons attribuer aux idées des raisons en tant qu'apparence qui ne nous abuse plus un sens affirmatif. Commençons par l'affirmation selon laquelle dans l'opération d'autres critiques, la raison ne renonce pas à sa chose de penser, c'est-à-dire à ses idées, pas plus qu'elle ne renonce à réaliser ses idées dans le monde. Elle ne renonce qu'à la représentation de sa chose de pensée en tant que partie prenante de la réalité objective, c'est-à-dire au fait que ces idées sont un objet du monde empirique comme les autres. Bref, elle renonce à la norme de l'objectivité comme principe de son fonctionnement. La raison se limite cette fois à elle-même. Elle n'est plus occupée que d'elle-même. Elle traite ses idées comme ses propres productions et ne comprend l'objet à quoi se mesure l'idée qu'en tant qu'objet dans une idée. C'est l'expression de Kant. Si j'utilise un terme non conscient, la raison ne traite plus maintenant ces idées que comme des fictions du vrai. Mais avec ces fictions du vrai,
la raison est paradoxalement présente dans la réalité empirique. Et Kant appelle cette entrée de la raison dans le monde de l'objectivité l'usage immanent ou encore l'usage empirique de la raison. Et c'est précisément au moment où la raison se limite à elle-même, où elle n'est occupée que d'elle-même, que paradoxalement elle dépasse la simple spéculation des pensées pour entrer avec ses idées dans la réalité objective. Bref, après l'autocritique, la raison est chez soi, hors de soi. Elle est présente dans la réalité en tant que ce qui existe en elle comme son inexistante. L'autocritique de la raison dans la dialectique transcendantale de la première critique est posée comme une action de pensée qui parvient, en tant que partie constitutive de la réalité objective, à affirmer quelque chose qui en est son non-existante. Avant son autocritique, la raison devait toujours reconnaître qu'elle voyait quelque chose dans ses idées alors qu'en réalité il n'y avait rien. L'autocritique de la raison est accomplie lorsqu'elle prend conscience que c'est rien lié à ses idées et cependant quelque chose. C'est rien qui est quelque chose, ce sont les idées de la raison qui fonctionnent dans le monde objectif comme sa partie non existante. Ce retournement de l'idée de la raison de ce qui n'existe pas objectivement en cette existence, c'est retournement de l'idée de la raison de ce qui n'existe pas objectivement en cette existence du non-existant et l'opération logique dans laquelle rien est compté comme quelque chose. Ajoutons à l'usage empirique de la raison cette brève remarque. Dans le contexte de la première critique, il est vrai que l'usage empirique de la raison est présenté de telle sorte que la raison y semble jouer plus ou moins le rôle d'un accessoire dans la constitution par l'entendement et la sensibilité de la réalité empirique. Dans son ouvrage « La folie dans la raison pure », Kant, lecteur de Swedenborg, Monique David Ménard définit la relation entre l'analytique et la dialectique transcendantale de la première critique par cette formule « L'entendement réussit là où la raison échoue ». Dans cette formule pertinente, on ne doit toutefois oublier le fait que ce n'est pas la raison qui est conditionnée par la réussite de l'entendement. C'est au contraire la réussite de l'entendement qui est conditionnée par la réussite de l'autocritique de la raison. Le rôle de la raison dans la constitution de la réalité est donc, avec son usage empirique au service de l'entendement, loin d'être épuisé. Dès la première critique est déjà esquissé ce qui sera démontré seulement dans la troisième, à savoir que l'autocritique de la raison est orientée vers l'usage empirique de la raison au service de la raison même. Résumons. Dans la dialectique transcendantale de la première critique, l'autre critique de la raison est esquissée comme l'opération logique par laquelle la raison résout avec succès le problème de son affectation par la chose de la pensée. Lors de cette opération, la raison se sépare de cet objet non objectif qui, à l'intérieur d'elle-même, alimente son désir. Elle se sépare de sa chose et la traite comme une
partie singulière de la réalité empirique. La chose de la pensée qui, sous la forme des idées, se manifeste dans l'expérience a un statut ontologique tout à fait particulier, qui la distingue de tous les autres objets du monde dont il partage le destin. Autrement dit, avec le langage de la critique de la faculté de juger, la chose de penser a le statut ontologique d'un cas, c'est-à-dire le cas de l'idée. Je me pencherai maintenant plus avant sur la troisième critique de Kant. Mon point de départ consiste à dire que l'un de ces problèmes centraux est la détermination du statut ontologique du cas de l'idée. Je décomposerai la problématique, bien sûr complexe, de la troisième critique, plus précisément de ces concepts de jugement esthétique réfléchissant, c'est-à-dire jugement du goût et jugement du sublime, en trois problèmes centraux. Premièrement, dans la critique de la raison pure, l'esthétique transcendantale est traitée, je cite, comme la science de tous les principes de la sensibilité a priori. Pourtant, la sensibilité a priori y est en réalité traitée seulement comme fonction et élément de connaissance. Par contre, la troisième critique élargit le concept de l'esthétique de telle sorte qu'elle ajoute à la sensibilité objective du sens une sensibilité seulement subjective du sentiment. Chaque relation de nos représentations peut, selon Kant, être objective, c'est-à-dire qu'elle peut être partie intégrante de la connaissance de l'objet en tant que phénoménal. La seule chose qui est seulement subjective dans nos représentations et ne peut nullement devenir partie d'une connaissance, ni même de la connaissance du sujet, c'est le sentiment de plaisir et de déplaisir, selon Kant, lié à la représentation de l'objet. Le sentiment de plaisir ou de déplaisir ne désigne absolument rien dans l'objet. Au contraire, dans ces sentiments, le sujet s'éprouve lui-même tel qu'il est affecté par la représentation. Rapporté au sentiment de plaisir et de déplaisir, la représentation se rapporte, comme le dit Kant, à son sentiment vital. C'est l'autre nom du sentiment de plaisir, déplaisir. La conceptualisation consciente de la sensibilité du sentiment dans la troisième critique est étroitement liée à son second problème central, c'est-à-dire à la question suivante. Comment déterminer par concept ce qui par définition résiste à l'emprise de la détermination conceptuelle, à savoir la particularité dans son irréductible particularité, sa singularité. La réponse de Kant à cette question, si je simplifie, est double. À l'affirmation selon laquelle la connaissance de la singularité est impossible, la singularité étant pour la connaissance quelque chose qui est en soi hors la loi, désordonné et contingent. L'élucidation des concepts de beau et de sublime oppose la thèse contraire, à savoir que la singularité en tant que telle, c'est-à-dire justement comme non connaissable et contingente, est quelque chose de nécessaire pour la connaissance. Dans le même temps,
Comme Kant construit dans la troisième critique un nouveau type d'universel, il s'agit d'un universel qui se constitue comme l'universel à l'endroit de l'irréductible singularité, laquelle supplémente l'universel en apportant à son universalité son exception immanente. Ces deux problèmes, à savoir l'élargissement du concept de l'esthétique transcendantale et la détermination de l'irréductible singularité, sont liés à un troisième problème. Il s'agit de l'innovation conceptuelle fondamentale de la troisième critique, le concept de faculté de juger réfléchissante. J'entends la liaison entre ces trois problèmes comme une jonction entre la conception logique et la conception ontologique de la philosophie kantienne. Kant lui-même la traite comme, je le cite, la relation immédiate de la faculté de connaître au sentiment des plaisirs et des déplaisirs. Et il comprend cette relation immédiate entre la faculté de juger et la sensibilité en tant que la relation laquelle définit, comme le dit Kant, justement ce qu'il y a d'énigmatique dans le principe de la faculté de juger. Des différents éléments qui déterminent la faculté de juger réfléchissante, j'en isole seulement deux. D'abord, l'élargissement du sens de l'esthétique se fonde sur le fait que Kant ne relie plus la caractéristique de sensibilité de la représentation à la seule représentation, mais au acte de la faculté de juger. La dénomination de jugement esthétique sur l'objet nous dit ainsi que la représentation se rapporte bien à l'objet, mais que dans le jugement, il ne s'agit pas d'une détermination conceptuelle de l'objet, il s'agit d'une détermination qui se rapporte seulement au sujet qui juge et qui est elle-même quelque chose de seulement subjectif. Le sentiment de plaisir et de déplaisir est produit dans l'acte de la faculté de juger réfléchissante, qui se détourne de l'objet vers la représentation de l'objet et vers sa condition subjective de possibilité. Dans le sentiment de plaisir et de déplaisir, on prend conscience sur le monde sensible que dans la représentation est mise en œuvre cette conformité de l'imagination et de l'entendement qui est la condition élémentaire pour tout effet de connaissance. Ce qui signifie aussi la chose suivante. Bien que l'acte de la faculté de juger réfléchissante s'arrache à la fonction connaissante, objectivante, cela ne veut pas dire pour autant que la sensibilité du sentiment abandonne toute orientation vers la connaissance. Bien au contraire, elle est marquée par le signe d'une connaissance indéterminée, une connaissance, pour ainsi dire, sans connaissance, ou une connaissance que Kant nomme dans la troisième critique la connaissance en général. Dans le retournement réflexif opéré par la faculté de juger de l'objet de la représentation vers la condition subjective de la représentation, l'existence de l'objet et l'intérêt qu'on peut y porter sont mises entre parenthèses.
La faculté de juger juge de la représentation en pure réflexion. Ce qui la guide dans le jugement, ce n'est pas l'attente de tel ou tel plaisir donné dans les sentiments sensibles. Et de même, le jugement n'essaie pas de créer un concept de l'objet. Dans l'action de la faculté de juger réfléchissante est suspendue toute détermination, aussi matérielle que formelle, de ce qui se présente. Le jugement qui porte sur la représentation est une action que la faculté de juger exerce, comme le dit Kant, pour elle-même. Ce qui importe, c'est ce que j'ai fait de cette représentation à moi-même. Le seul motif de la faculté de juger réfléchissante est en dernière instance l'acte du jugement lui-même. Il n'est exigé de la faculté de juger réfléchissante que ceci, qu'elle fasse dans l'acte réflexif tout ce qui est en son pouvoir pour que cet acte soit accompli correctement. Et si cet acte est accompli correctement, son résultat doit nécessairement présenter la marque, comme je l'ai déjà dit, d'une connaissance en général. Et peut-être pourra-t-on se représenter un peu mieux l'acte de la faculté de juger réfléchissante à l'aide du schème grâce auquel Lacan présente le couple Skopos le but et Telos la fin dans son séminaire 10. C'est le schème qu'on voit derrière moi. Le jugement, guidé par rien d'autre que par le souci de réaliser correctement l'acte du jugement, peut être illustré par le biais d'une analogie avec le tracé d'une flèche de la façon suivante. La faculté de juger, confrontée à un objet, un événement donné, entre dans la réalité empirique, c'est le bord. Puis, elle effectue le détournement depuis l'objet vers les conditions subjectives de sa représentation, en ne prêtant attention qu'à l'effet d'une connaissance en général. Ayant ainsi entouré l'objet en tant que tel, elle revient vers soi. C'est le goal. Je reviendrai sur cette explication. Mais d'abord, quelques mots sur le deuxième élément clé de la faculté de juger. J'ai déjà dit qu'en dépit du fait qu'elle s'arrache à la connaissance objective, la sensibilité du sentiment se rattache à l'ordre de la connaissance en général. Là où, pour la philosophie kantienne, il y a connaissance, même il s'agit seulement de la connaissance en général, il y a nécessairement connaissance de quelque chose. En tant que forme de la conscience en général, la sensibilité est elle-même inséparable d'une matérialité spécifique de cette forme de connaissance. Elle est inséparable de ce qui constitue son cas singulier. Lorsqu'on voit quelque chose dont on n'a aucune idée, quelque chose dont, à strictement parler, on ne sait pas ce que c'est, bien que ce qu'on voit soit un objet phénoménal constitué un objet de notre réalité naturelle, culturelle, historique, un bâtiment, un tableau, une sculpture, un événement historique. Et que ce quelque chose éveille en nous un sentiment de plaisir ou de déplaisir,
Ces sentiments se manifestent sous la forme du jugement que ce que nous avons devant nous est quelque chose d'exemplaire. Si l'on utilise le lexique de la troisième critique, on dira que c'est un cas de beau ou du sublime. Aujourd'hui, on dirait simplement que c'est un cas de bonne sculpture ou peinture, de bonne architecture. En ce sens, le jugement réfléchissant esthétique est construit comme une déclaration d'existence. Il est la déclaration qui confirme que dans l'événement ou l'objet empirique qui se trouve là devant nous, il existe autre chose que cet objet ou cet événement empirique lui-même, c'est-à-dire le cas d'un sentiment de plaisir ou de déplaisir. Quelque chose qui, dans cet objet particulier, est irréductiblement singulier, mais à quoi se rattache une certaine validité universelle. Autrement dit, le cas est une particularité du monde, laquelle particularité est à la fois subordonnée à ce qui témoigne de sa singularité universelle. Mais à strictement parler, à quoi tient la matérialité du cas? Quel est son statut ontologique, si l'on peut dire? Pour expliquer plus avant ce qu'il en est de ces matérialités du cas, je reviendrai à l'illustration du jugement réfléchissant par la différence stoïcienne entre le but et la fin. La finalité sans fin, dirons-nous, comme Kant, du jugement réfléchissant consiste en ceci qu'il doit bien effectuer sa tâche. L'objet en soi n'importe pas dans l'acte du jugement. Le jugement y est indifférent. Cette indifférence est déduite de ce que le jugement ne fait qu'entourer l'objet, comme on le voit. Le jugement ne s'occupe pas de la détermination objective, spatio-temporelle de l'objet. Au contraire, il déréalise cette détermination objective. Mais si, d'un côté, le jugement est indifférent à l'objet lui-même, de l'autre, s'il veut réussir, il n'est pas indifférent à cette indifférence. En effet, la déréalisation de la détermination objective est l'opération par laquelle le jugement installe à la place de l'objet déréalisé ce même objet déréalisé comme corps d'une irréductible singularité qui joue le rôle d'un événement de l'universel. Il s'agit d'une déréalisation de la réalité au sens où les données particulières du monde se transforment en un corps ou en un cas de l'idée. Pour prendre l'exemple très connu de Kant, c'est l'enthousiasme des spectateurs de la Révolution française. Et cet enthousiasme a déréalisé la réalité empirique et historique de la Révolution française afin de transformer cette même réalité en cas de l'idée, c'est-à-dire un signe historique du progrès vers le mieux. Le cas et cette objectivité non objective dans l'objet particulier sont irréductible singularité qui a un statut ontologique spécifique, il est quelque chose de contingent, de sans fondement, en ce sens qu'il est dépendant d'une part du seul jugement réfléchissant et de sa déclaration d'existence. Si c'est un cas,
et d'autre part du pouvoir d'universalité de cette déclaration, c'est-à-dire de la relation de ses conséquences non seulement dans le monde donné, mais aussi avec le monde de Kant chez tous les peuples et à toutes les époques. Le cas du sentiment de plaisir n'est ni l'objet objectif constitué par l'entendement, ni le sublime objet suprasensible de la raison avant son autocritique. Son objectivité, sa matérialité est le produit d'une double négation. Elle est la déréalisation des objets de la réalité d'expérience et la désublimation des objets de la raison pré-critique. Mais en tant que telle, cette matérialité toute particulière existe à l'intérieur de la réalité objective constituée. Bref, selon son statut ontologique, la matérialité du cas est la trace matérielle de cette absence présente de la chose même qui donne au monde phénoménal objectif sa consistance et sa dureté. C'est donc justement, avec ça, ces mots, je conclurai, c'est donc justement dans le statut ontologique du cas qu'on devrait aller chercher le matérialisme de l'idée kantienne possible. Merci beaucoup.